Bonjour à tous. Alors voilà, on va continuer notre tour d'Europe du confinement. Et cette fois-ci, je vous propose de partir en Allemagne, à Berlin, rencontrer Phil. Phil est médecin réanimateur, anesthésiste, et il se prépare lui aussi à être réquisitionné face à l'épidémie du coronavirus. Je vous demande de rester chez vous. Bonjour à tous. Nous sommes en guerre. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, allemand. J'ai vécu longtemps en France, c'est pour ça que je parle français, mais j'habite à Berlin depuis presque 10 ans, où je travaille en tant qu'anesthésiste, principalement dans un hôpital plutôt petit, donc pas la première ligne de défense actuelle. Pour dire, actuellement, il y a 0 cas à l'hôpital, tout le monde se prépare. On essaye de maximiser les lits avec respiratoire. Donc, normalement, on avait une réa de 10 places avec 6 respiratoires. Et maintenant, il y aura 10 respiratoires sur 10 places, plus en cas où on va transformer la salle de réveil au bloc en réa. Vous anticipez la vague qui peut potentiellement arriver. Exactement, c'est exactement le calme avant l'orage actuel qui va certainement arriver. Ça, c'est sûr, parce que on le voit maintenant que les chiffres augmentent, ça double tous les 2-3 jours. C'est énorme, énorme. Si on a 10 à 12 doublures de cas, avec les chiffres actuels, les lits de réanimation vont être saturés en 6 semaines. Il y a des zones plus particulières qui sont touchées en Allemagne, des Länder qui sont plus impactés par le coronavirus que d'autres. Oui, c'est la région de la Ruhr. Ça, c'était vraiment la première région et très, très fortement frappée par ça. Donc, autour de Cologne, Essen, tout ça. La Rhénanie de Nord-Westphalie. Ensuite, il y a München, donc Munich, Bavière, qui prend donc énormément de cas qui viennent des Alpes, des stations de ski, d'Italie, de l'Italie évidemment. À Berlin, Allemagne de l'Est, c'est encore moins. Et Berlin même, évidemment, il y a pas mal de cas, mais pour l'instant, les chiffres sont encore à gérer. On a 300 cas à Berlin actuel. Mais bon, ça va monter également. Est-ce que vous avez, comme nous en France, tous les jours, un point presse où on vous explique la progression de la maladie, ou c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez vous? C'est évidemment un peu moins central qu'en France. J'ai l'impression que tout le monde s'informe sur quelques sites qui sont très bien mis à jour tous les jours avec des graphes, avec des chiffres. C'est primordial d'avoir une ou deux sources d'informations pour chacun qui sont vraiment fiables. Pour ma part, j'écoute un podcast du virologue de la Charité, professeur Drosten, qui est devenu une célébrité maintenant, qui est génial, qui est très calme, mais il appelle vraiment à ce que ça va devenir très très grave. Même si on a plein de lits de réanimation, les chiffres vont encore augmenter à un tel point qu'on va plus ou moins la limite du possible. Même en Allemagne, où on est un peu privilégié niveau lit de réanimation, qui fait la grande différence avec la France. Et je pense une des hypothèses pourquoi il y a plus de morts en France pour moins de cas actuellement, c'est peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de lits de réanimation par habitant en Allemagne qu'en France. C'est vrai qu'on était surpris, nous, Phil. On avait même le sentiment qu'il y avait un diagnostic plus systématique en fait en Allemagne qu'en France, plus de tests. Tu confirmes ça? Tu as entendu ce genre de choses ou pas? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a vraiment un schéma très clair qui est testé. Donc, c'est écrit partout. Si tu as des symptômes de maladie, reste chez toi. Si c'est plus grave, tu vas te faire tester. Donc, il n'y a pas tout le monde qui se fait tester tout de suite. En gros, ils veulent d'abord que les gens restent chez eux. Si ça ne va plus, si tu as vraiment des problèmes de respiration, tu vas consulter, et là, évidemment, tu vas devenir testé, tu vas très certainement être positif, tu vas être hospitalisé ou non. Donc, 1,4% des infectés vont finir en réa. Ça semble pas beaucoup, mais s'il y a des bah oui. dizaines de milliers de cas, ça va vite aller très vite. Sachant qu'une personne infectée infecte environ 3 personnes autour de cette personne-là. Donc, c'est ça qui fait la courbe exponentielle, évidemment. Et on dit aussi qu'une fois on est dans l'hôpital, il y a 4% des gens qui consultent à l'hôpital vont être hospitalisés, vont être gardés pendant quelques jours, environ 5 jours. À peu près 30% des patients qui sont hospitalisés vont en réa. Et dans ces patients-là, il y a à peu près la moitié qui sont en train de mourir actuellement, selon les chiffres actuels. Donc, c'est quand même très conséquent. Et alors,
En termes de population justement hospitalisée, est-ce que vous observez les mêmes choses qu'en France, c'est-à-dire que ce sont des personnes fragiles, donc soit des personnes âgées, soit des personnes avec des pathologies chroniques? Par rapport à l'Italie, en tout cas, on a eu la chance d'avoir 2-3 semaines d'avance parce qu'on voyait la catastrophe chez eux, donc on a pu réagir plus rapidement qu'en France. La grande différence est qu'en Italie, si on prend tous les infectés, la courbe, elle est très haute chez les personnes âgées, donc Oui. 80 ans. En Allemagne, si on prend tous les infectés testés positifs actuels, la courbe est entre 40 et 50 ans. Donc, on chope le virus quand c'est encore chez les jeunes. C'est eux qui sont cosmopolites, c'est eux qui amènent le virus. Ah oui. En Italie, on a raté cette phase-là et le virus est allé dans les centres des maisons de retraite. Et là, c'est trop tard. Donc, du coup, une fois c'est chez les personnes âgées, on a la catastrophe comme en Italie. Et ici, je pense que c'est aussi une explication pour la mortalité encore contrôlée pour l'instant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Tu as le sentiment que vous avez réagi plus tôt. Alors, quels ont été les messages phares d'Angela Merkel? Est-ce que tu as senti vraiment une prise de conscience très forte de la part du politique? Est-ce que les choses sont claires? Est-ce qu'on parle de confinement? Parce que par exemple, nous, on a eu un discours du président de la République qui n'a jamais abordé le mot confinement, alors que la France est à l'arrêt complet quand même, quasiment, hein. Il y a deux styles complètement différents qui vont avec les deux styles de politique des deux pays, des deux cultures. Donc Merkel, elle est beaucoup plus dans la suggestion, l'appel à la discipline à chacun, comme Macron certes, mais plus souple. C'est plutôt comme la maman qui dit bah, les enfants, restez chez eux. Très sérieux, prenez-le au sérieux aussi et s'il vous plaît, respectez les règles. Donc ça, c'est les phrases qu'elle a dit. Elle n'a pas employé les termes comme Macron, nous sommes en guerre, mais elle était quand même assez plus claire et plus stricte hier dans son discours. On parle aussi de menaces de confinement. En fait, maintenant, aujourd'hui, les politiciens ils disent une menace de confiner les gens à domicile en Bavière. Et donc, avec l'idée que les gens, ils ont peur et du coup, ils restent chez eux. Mais ils n'ont pas envie de vraiment forcer le confinement pour l'instant. Parce que là, justement, comment ça se passe chez vous? Est-ce que les commerces continuent à être ouverts? Est-ce que les parcs sont ouverts? Est-ce que tu as des gens dans la rue? Parce que la vie te semble normale. La vie est réduite. Quand je circule en vélo uniquement, il y a du monde dans les rues, il y a du monde dans les parcs. J'ai l'impression que chacun fait un peu son truc, donc les distances sont plus ou moins respectées. Dans les parcs, on voit quand même toujours des groupos en train de pique-niquer. Mais bon, les écoles sont fermées, les crèches sont fermées, tous les magasins sont fermés, hors une liste évidemment de magasins de nourriture, des restos qui doivent fermer à 18 heures et doivent avoir une distance de 1,5 m entre chaque table. Les bars sont fermés, les cafés sont fermés. Tu fais tes courses, par exemple, Phil, est-ce qu'on vous impose aussi une distance, ce qu'on appelle la fameuse distanciation sociale? Tu sais, est-ce que les magasins mettent des scotch comme en France pour que chaque personne ait son rang spécifique? Dans les supermarchés ou les marchés bio, etc., j'en ai pas encore vu ça. Par contre, hier, devant un monsieur bricolage à côté de chez nous, j'ai vu une longue queue devant le magasin qui traversait tout le parking, une queue de 100 mètres, parce qu'au magasin, dedans, il doit y avoir un maximum de 100 personnes. C'est un énorme magasin. Dans la queue, les gens ils sont à 50 cm. Donc ça, c'était... C'est pas tout à fait distanciation sociale, ouais, on est d'accord. Et toi, comment tu te sens, toi, en tant qu'individu, pas en tant que professionnel de santé, parce que j'imagine bien que tu sais que tu vas être appelé à un moment donné en renfort. Moi, je suis calme, mais très, très vigilant. Pour moi, ça, c'est l'attitude à avoir. Rester calme. Donc, la panique, ça ne sert à rien. Ça crée de la panique. La peur crée plus de peur. Donc, il faut être conscient de la situation. Donc, il faut lire des bons articles, écouter les bons podcasts et avoir ce moment de clic, de ça y est, j'ai compris. C'est ce qu'il faut faire et ensuite juste agir en fonction de ces règles-là et les appliquer
et rester calme. Donc, on va bien. Il y a du temps de qualité en famille, comme on a rarement, normalement. Donc, on est de bonne humeur, très vigilant. On fait attention à nos parents, on les appelle et on leur dit vraiment, on leur explique les règles parce que cette génération-là, malheureusement, les plus à risque ne sont pas ceux qui ont tout de suite compris la gravité de la situation. On ne peut pas faire plus que aider aux autres à ne pas rattraper le virus, c'est-à-dire rester chez soi, ne pas participer à la vie publique. Bah ça, je vais garder ce conseil parce que je pense qu'il va servir à tous ceux qui vont écouter tout ce que tu as dit. Ce que je te propose, Phil, c'est qu'on se fasse un point route d'ici une petite semaine pour voir comment les choses ont évolué aussi chez vous. Je serai là. Ouais, c'est top. Écoute, merci beaucoup de ton calme parce que, écoute, ça m'a apaisé. Donc, j'imagine que ça va certainement aider ceux qui écoutent à être un peu plus apaisés aussi. Et puis, ça montre qu'on est solidaires et qu'on vit tous la même chose. C'est étrange de dire que tous nos amis partout dans le monde entier, probablement, vivent la même chose que nous. D'où l'intérêt qu'on se parle comme ça et d'où l'intérêt qu'on montre ce qui se passe aussi, montrer comment nos professions, elles vont réagir aussi par rapport à cette situation. Donc, toi, en tant que médecin, c'était pour moi très important de te donner la parole et de voir comment tu perçois les choses en Allemagne. Merci, plaisir.